Bonjour à toutes et à tous. Merci encore une fois de préférer Eden Télévision et Diaspora FM. Nous avons pris l'habitude de rencontrer certaines personnalités de la République chaque fois que certains sujets d'actualité sont abordés. Nous avons pris l'habitude de rencontrer Madame Claudine Afiavi-Prudencio, ministre conseillère à la Santé, chaque fois que de besoin, chaque fois que la nécessité se fait sentir. Aujourd'hui, il est donc nécessaire pour nous de la rencontrer par rapport à l'actualité nationale. Nous aborderons un certain nombre de sujets avec elle. Elle nous dira ce qu'elle pense réellement pour que chacun de nous puisse se faire son idée de l'actualité vue par Mme Claudine Afiavi-Prudencio, je l'avais dit, ministre conseiller à la Santé. Madame la ministre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de toujours accepter notre invitation sur le plateau de Eden Télévision. C'est un plaisir. Alors, avant d'ouvrir ce débat, madame, qu'est-ce que vous avez envie de dire suite à l'annonce du décès de notre collègue? Monsieur le journaliste, chers téléspectateurs, avant d'ouvrir ce débat, je voudrais m'arrêter un instant, non pas pour parler de politique, ni d'actualité immédiate, mais pour évoquer une perte douloureuse, une perte silencieuse. Le groupe de presse Internationality VSA, qui a pour nom commercial Eden Télévision, a perdu l'un de ses animateurs les plus valeureux, en la personne de Peggy Ludovic Dagba, journaliste engagée, plume rigoureuse, regard vif, cœur fidèle. Il incarnait cette profession comme on embrasse une vocation, avec passion, avec exigence, avec une certaine idée du service public, de l'information. Il était de ceux qui ne parlent pas pour exister, mais qui existent pour faire parler de ce qui compte. Il a œuvré avec le groupe de presse, avec un souci constant de l'intégrité, de l'éthique, du mot juste. Depuis plus d'un mois, il luttait courageusement contre la maladie, entouré des soins les plus attentionnés au sein du CNHU Hubert Kotsukumaga. Mais la nouvelle est tombée et avec elle, un voile de tristesse sur la rédaction du groupe de presse. À sa famille biologique, j'adresse mes condoléances les plus sincères. À ses confrères d'ici et d'ailleurs, je dis, tenez bon. Quand l'un des vôtres s'éteint, c'est toute la République du Verbe qui se recueille, car informer, c'est éclairer la cité. Et Ludovic Peggy Dagba a été de ces éclaireurs discrets, mais essentiels. Que le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, l'accueille dans sa félicité éternelle. À vous qui nous suivez, je vous invite à garder une pensée pour lui et à considérer que ce débat que nous ouvrons ce soir se tiendra à l'ombre de son souvenir. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre, pour ces mots que vous venez de prononcer à l'intention de notre collègue disparu. Nous allons donc maintenant discuter avec vous des sujets d'actualité que vous voulez certainement aborder avec honneur et gravité. C'est effectivement avec honneur et gravité que je prends la parole aujourd'hui. Non pour défendre une position, mais pour porter une conviction. Car dans les grandes démocraties, le débat n'est pas un exercice de style. Il est l'arène où s'affrontent les idées, non les injures. Il est ce moment rare où le verbe devient devoir. À vous qui nous suivez ce soir ou aujourd'hui, je veux dire merci. Merci de faire vivre la République par votre écoute. Merci de croire encore que le dialogue
peut éclairer, que la parole peut bâtir. Le Bénin, notre pays, n'a pas besoin de vacarme. Il a besoin de clarté. Et aujourd'hui, c'est dans cet esprit que je viens échanger avec vous, non dans l'esprit de polémique, mais dans celui de l'intelligence partagée. À vous, monsieur le journaliste, je rends hommage car poser les bonnes questions, titiller les personnalités, c'est déjà faire œuvre de vérité et donner à un responsable politique l'occasion de s'exprimer devant le peuple. C'est faire vivre la démocratie dans ce qu'elle a de plus noble. Alors, parlons avec rigueur, avec respect, avec cette passion tranquille qui fait les grandes nations. Le Bénin le mérite. Et l'histoire nous regarde. Voilà, maintenant que vous nous donnez l'autorisation de parler, nous allons parler, rassurez-vous. Nous aborderons avec honneur et gravité, comme vous l'avez dit, les sujets clés de l'actualité. Nous allons parler de notre pays, le Bénin. Alors, notre pays est-il à la croisée des chemins ou en marche vers sa destinée? Le Bénin n'est pas un carrefour d'incertitude. Il est en marche, ferme, droite, résolue, vers sa destinée. Une marche non dictée par les clameurs, mais portée par une vision. Depuis 2016, notre pays s'est extrait de la politique de surface pour entrer dans l'histoire de la profondeur. Nous avons quitté l'ère des jeux de rôle pour embrasser celle des œuvres durables. Ce chemin-là est escarpé, parfois solitaire, mais il est celui de la dignité retrouvée, car l'histoire ne se confond jamais avec la facilité. Elle se construit dans la rigueur, l'endurance et le courage politique. Vous parlez de courage politique, c'est vrai que sur certains sujets, le régime actuel y va très fort. Vous le savez, vous l'avez certainement remarqué, l'une des réformes phares du président Patrice Talon, la réforme du système partisan. Alors vous, en tant que chef de parti politique, est-ce que ce système a renforcé ou affaibli la démocratie, Madame Prédesio? Nous étions noyés sous une multitude de partis fantômes, des avatars de clientélisme, je vais dire, sans vision. Aujourd'hui, nous avons des formations politiques cohérentes, organisées, porteuses de projets. La démocratie n'a pas été amputée du tout, elle a été disciplinée. Ce n'est pas la fin du pluralisme, c'est sa maturité, je vais dire. Ce que certains appellent une restriction, c'est en vérité une élévation du débat. Le Bénin démocratique a grandi et comme tout adulte, je veux dire, il a appris à faire le tri entre le tumulte et la construction. Vous dites tout ça, malgré cela, Madame, il y en a qui dénoncent un pouvoir trop vertical. Qu'est-ce que vous leur répondez à ceux-là? Mais je leur dis ceci, il faut parfois de la verticalité pour redonner un horizon. Un État sans cap est une proie. Un chef sans autorité est une coquille vide. Le Bénin sortait d'une république de connivence. Il fallait un homme, un vrai, pour tenir la barre, résister aux tempêtes, imposer une ligne. Et le président Patrice Talon n'a pas concentré le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconcentré, je vais dire, là où il doit être, dans la vision, la discipline, l'intérêt général, car un État faible est un État livré aux forces centrifuges. Vous le savez plus que moi.
La démocratie béninoise n'est pas en danger du tout. Elle est tenue et elle respire mieux ainsi. C'est votre lecture, Madame Prudencio. Vous avez certainement aussi votre lecture sur la gouvernance économique actuelle. Beaucoup de gens pensent que l'économie tangue. Beaucoup de gens pensent que les opérateurs économiques ne sont pas à l'aise, ils sont traqués et tout le reste. Ben, quelle est votre lecture de la gouvernance économique actuelle? La gouvernance économique actuelle est audacieuse, structurante, révolutionnaire dans le silence. Le Bénin a tourné le dos à l'économie de l'assistanat pour entrer dans celle de la production et de la transformation. Prenons l'exemple de Glodjibé, la GDIZ. Glodjibé n'est pas un mirage. C'est quoi donc? C'est un marqueur industriel. C'est vraiment un marqueur industriel. J'y étais la dernière fois. L'asphaltage aussi n'est pas cosmétique. Il est structurant. L'électricité n'est pas une promesse, elle est désormais un acquis. Ceux qui crient à l'asphyxie sont souvent ceux que la rigueur a dérangés. Oui, il y a des secousses. Vous reconnaissez quand même qu'il y a des secousses. Mais ce ne sont pas les signes d'un effondrement, pas du tout. Ce sont les douleurs de l'enfantement d'un nouveau modèle. Un nouveau modèle économique. Donc pour Oui. vous, tout se passe bien sur le plan économique, il n'y a pas de problème. Absolument. Les libertés publiques, parlons-en, Madame Prudencio. Les gens pensent que les libertés publiques sont menacées au Bénin. Vous n'allez pas dire que vous ne voyez pas ça, Madame la ministre? Elles sont plutôt protégées, Ah oui? mais encadrées. Oui, oui, tout à fait. Et c'est tout l'enjeu. Nous avons connu un temps où la liberté était le masque de l'impunité. Ce temps est révolu. Le Bénin ne bâillonne personne. Il rappelle simplement que la liberté d'un citoyen s'arrête là où commence la dignité de la République. La presse est active, l'opposition s'exprime. La plus forte raison, vous avez reçu récemment Alain Adio, qui est de l'opposition. Les critiques fusent. Mais la République, elle ne se laisse plus manipuler. Non, elle veille. Et cette vigilance-là n'est pas un caprice autoritaire. C'est un garde-fou contre les fondements du vivre ensemble. Il y a un problème important, une situation importante. Tous les acteurs politiques s'accordent à dire que la jeunesse de notre pays, la jeunesse béninoise, manque de repères. Est-ce que aujourd'hui, maintenant que vous avez l'occasion de prendre la parole, Madame la ministre, vous devez vous adresser à la jeunesse de ce pays? Alors, vous avez parlé de la gouvernance politique, vous avez parlé des libertés qui ne sont pas menacées. Est-ce que la jeunesse de notre pays a des raisons d'espérer, vraiment? La jeunesse a aujourd'hui, pour la première fois, des raisons d'espérer en vérité. L'État ne la flatte plus. Il l'équipe. Il ne l'endort plus. Il l'éveille. Il y a des centres de formation, des appels à projets, des plateformes numériques, des écosystèmes technologiques. La jeunesse est invitée à prendre part à la construction nationale, mais à une condition. Laquelle? Sortir de la plainte, entrer dans le combat. Le président de la République a posé les fondations d'une génération de bâtisseurs, non de spectateurs. Aux jeunes maintenant de répondre à cette main tendue avec audace, avec courage et avec discipline. Quand on vous écoute, on a le sentiment que le président Patrice Talon est un homme providentiel. Madame Prudencio, est-ce que c'est le cas chez vous? Le président Patrice Talon n'est pas un homme providentiel, non. Il est bien plus que cela. Il est bien plus qu'un homme providentiel? Absolument, il est un homme du devoir. Et c'est ce qui le distingue, justement. La providence, c'est le hasard
Le devoir, c'est le choix. Le président Patrice Talon a choisi la voie difficile, celle qui ne donne pas lieu à des ovations, mais à des œuvres. Il n'a pas cherché la popularité, il a cherché la trace. Et cette trace est déjà visible dans la qualité de la réforme, la cohérence de l'action, la rigueur de l'État. En Afrique, où le pouvoir est souvent une rente ou un refuge, il en a fait une ascèse. Cela mérite plus que du respect. Cela mérite reconnaissance. Nous avons reçu sur notre plateau, à la télévision, plusieurs personnalités. C'est vrai que les gens parlent de plus en plus du Bénin. On vante les mérites de notre pays, on vante les infrastructures, on vante aussi la politique économique et sociale. Madame Prudencio, vous l'avez fait dans cette émission. Est-ce que désormais on peut considérer notre pays, le Bénin, comme une école en Afrique? Absolument. Il ne peut pas seulement faire école, hein. Il l'est. Le Bénin est une école? Oui, oui, il l'est déjà. Okay. Il est depuis la conférence nationale. Le Bénin incarne une tradition d'audace institutionnelle, de constance démocratique, de maturité républicaine. Vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui encore, notre pays innove dans le silence, agit dans la rigueur, inspire par la cohérence, je vais dire. Cohérence, oui. Oui, inspire par la cohérence. Nous ne faisons pas de bruit. Le président Patrice Talon ne fait pas de bruit. Nous faisons mieux. Nous bâtissons. Et dans un continent souvent traversé de turbulences, le Bénin est devenu une lumière sobre, une république d'exemple. L'Afrique n'a pas besoin d'exubérance. Elle a besoin de solidité. Et le Bénin en offre. Est-ce que c'est parce que le Bénin offre une certaine solidité aujourd'hui qu'on arrive à lui faire confiance et à même faire revenir sur son territoire, sur son sol, certains trésors royaux? Parlons-en, Madame Prudencio, vous avez suivi l'actualité avec nous et puisque nous avons décidé de parler de l'actualité justement, nous parlerons du retour du trésor royal, le Cataclé. Vous avez suivi l'actualité, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, que signifie pour vous le retour de ce trésor royal? Notre Cataclé est revenu. Le retour de ce Cataclé est un événement historique, culturel, identitaire. C'est plus qu'un trône. C'est un symbole, ce Cataclé. Celui d'une mémoire qui revient, d'une dignité qui se réinstalle, d'un peuple qui réintègre son récit. Ce geste n'est pas seulement muséal, il est politique. Il dit que l'Afrique n'a pas été vidée de son génie. Elle l'a simplement vu exilée. Et aujourd'hui, par la diplomatie du respect, le Bénin redonne à son histoire la place qui lui revient. C'est un acte de souveraineté culturelle et c'est aussi un message aux jeunes. Notre passé est riche, notre présent le redevient. D'accord. Il n'y a pas que le retour du trésor royal, le Cataclé au Bénin, qui agite l'actualité. Ce qui agite l'actualité, c'est aussi une affaire de corruption. Une affaire de corruption, justement, dans l'attribution de récépissés d'un parti politique. Il était possible pour nous de vous avoir sur le plateau sans évoquer la question. L'affaire Richard Boni-Worou, c'est de ça qu'il s'agit, à la lumière de la lutte contre la corruption. Quel est votre regard, Madame Prudencio? Je me garderai de tout commentaire prématuré. La parole a été donnée à la justice et elle l'a prise avec solennité. Le procureur spécial de la Criette, M. Mario Metonou, a parlé la dernière fois. La procédure suit son cours, mais une chose est certaine, il n'y a plus d'impunité au Bénin. Vous êtes sûr qu'il n'y a plus d'impunité au Bénin? Oui, plus de totems intouchables. La lutte contre la corruption
ne fait pas de distinction entre le verbe rho et le statut social. Elle est impartiale, implacable, républicaine. C'est la République qui retrouve ses principes et c'est cela le véritable tournant. Donc apparemment, vous êtes satisfaite de la façon dont la lutte contre la corruption se mène sous le président Patrice Talon. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Si quelqu'un tombe dedans, la justice S'en occupe. s'en occupe, Simplement. tout simplement. Oui. Nous avons fait le pari d'aborder beaucoup de sujets avec vous en très peu de temps. Vous avez déjà parlé d'un certain nombre de choses, mais je vais vous poser une question qui a rapport à la sécurité routière. Je le dis comme ça simplement, parce que de plus en plus, on voit que notre pays ressemble à certains pays de la sous-région, notamment sur la question du port du casque. C'est un sujet sur lequel vous ne vous êtes pas souvent prononcé, mais aujourd'hui, vous allez nous dire un mot là-dessus. Madame la ministre, l'obligation du port du casque est-elle une contrainte ou une avancée? Je dirais que c'est une avancée sanitaire, morale, républicaine. Le casque, ce n'est pas un accessoire, c'est un acte de prévention. C'est une vie sauvée, c'est une famille épargnée de douleur, je vais dire. Oui. L'État ici ne contraint pas, il protège, il assume, il rappelle que la liberté ne consiste pas à se mettre en danger soi-même, ni à fragiliser les autres. Le port du casque, c'est la traduction concrète d'une république qui sauve. C'est une loi silencieuse, mais dont l'efficacité parle plus fort que 1000 discours. Et les chiffres sont là. Les accidents mortels baissent. La République agit et elle sauve. Je vais vous donner un exemple. Allez-y, madame. Un chirurgien m'a dit la dernière fois qu'il apprécie beaucoup l'instauration du port du casque. Parce que lui, il opérait plus de 150 têtes tous les mois. Mais depuis cet acte, il opère rarement une tête par semaine ou 2 têtes par semaine. Donc moins de 10 par mois. Voilà. Donc c'est vraiment un acte salutaire. D'accord. Voilà. Donc c'est important de sensibiliser la population sur le port, le port du casque. Vous parlez de chirurgien, ça me donne en même temps une idée. Ça me donne l'idée de repartir dans le milieu médical. C'est vrai que vous êtes ministre, conseillère à la santé. Vous avez parcouru plusieurs formations sanitaires. Vous avez visité beaucoup de centres de santé au Bénin, dans tous les départements et même des centres privés et publics. Donc vous savez de quoi il s'agit. Vous savez mieux que quiconque que désormais le droit de grève est interdit aux praticiens hospitaliers. Pour certains, c'est une atteinte aux libertés fondamentales, l'encadrement du droit de grève. En votre qualité de ministre conseillère à la santé, qu'est-ce que vous pensez de cette loi et qu'est-ce que vous avez à dire aux acteurs de la santé? C'est plutôt un équilibre retrouvé en droit et devoir. Le droit de grève dans une république moderne ne peut être un outil de chantage ou une arme d'usure. La loi de 2018 n'a pas supprimé ce droit. J'étais encore à l'Assemblée à l'époque et c'était ma commission qui avait géré cette loi-là. Elle l'a encadrée. J'étais la présidente de la commission à l'époque. Donc la loi a encadré plutôt le droit de grève. Le droit de grève dans les secteurs vitaux, la santé, l'éducation, la justice. Car quand un médecin cesse d'opérer, un élève cesse d'apprendre, un juge cesse de trancher, c'est la République tout entière qui vacille. Vous le savez, le droit de grève n'est pas supérieur au droit à la vie.
au droit à l'éducation, au droit à la justice. Il faut une hiérarchie des urgences. L'État béninois a choisi celle de la vie. Et c'est un choix noble. Apparemment, c'est un choix assumé. Oui, oui, et noble. Et noble parce que dans les hôpitaux, au moment où les médecins allaient en grève, on enregistrait assez de morts. Mais aujourd'hui, avec cet encadrement, ça a diminué sensiblement. Mais les morts n'ont pas cessé, Madame Prudencio. Oui, mais ça dépend. Ça dépend. Mais les médecins sont quand même présents. Ils ne vont plus en grève. D'accord. Oui. Alors, vous avez, sur ce sujet, un mot à dire à vos compatriotes. Mes chers compatriotes, l'heure n'est plus aux illusions. Elle est au devoir. Le Bénin a changé. Il a relevé la tête. Il s'est tenu debout dans le tumulte du monde. Ce que nous vivons depuis près d'une décennie, c'est plus qu'un mandat présidentiel. C'est une mue républicaine. On a souvent confondu démocratie et permissivité. Liberté et désordre. Gouvernance et clientélisme. Le Bénin aujourd'hui apprend à faire la différence. Il apprend à préférer la vérité au confort, la réforme à la popularité, la colonne vertébrale au consensus mou. Ce pays n'a pas besoin d'un miracle, il a besoin de volonté et cette volonté existe. Elle se lie dans le silence des réformes, dans la stabilité retrouvée, dans l'État qui, pas à pas, rétablit l'ordre, la justice, la dignité. Il est facile de critiquer, il est plus difficile de construire. Mais c'est à cela que le gouvernement actuel se consacre, avec lucidité, avec exigence, avec respect pour le peuple béninois qui mérite le meilleur de chacun de nous. Le Bénin est en mouvement. Il ne retournera pas en arrière. C'est important pour nous tous. Il a trop souffert de ces hésitations passées, je vais dire. Il avance. Et ce soir, je vous le dis avec gravité, mais aussi avec espoir. Le Bénin ne vacille pas. Il se redresse. Il ne subit plus l'histoire. Il commence à l'écrire. Et cette dynamique doit forcément continuer. Vous pensez que cette dynamique doit continuer? Il y a certains qui pensent que ça doit s'arrêter. Ça doit continuer. C'est ce que vous pensez, ça doit continuer parce que depuis l'indépendance jusqu'en 2016, nous n'avons pas vu le développement. C'est comme si le Bénin n'existait plus. Que le président de la République, le président actuel, le président Patrice Talon, a amorcé depuis 2016 là. Nous ne l'avons pas vu. Aujourd'hui, le bitume est bien dosé. D'accord. Les rues sont asphaltées. D'accord. Oui, mais il y a et les cités administratives aussi. Oui, bien sûr. Mais il y a beaucoup d'acteurs politiques qui ne pensent pas comme vous, Madame Prudencio. Il y a notamment, et ça, je tiens à ce que vous vous prononcez là-dessus, notamment les sorties fréquentes qu'on voit sur les réseaux sociaux et même sur certains médias de l'ancien ministre délégué à la Défense. Je veux parler de l'ancien ministre Candide Azanahi qui semble s'ériger aujourd'hui en figure de résistance. Il ne partage pas du tout ce que vous êtes en train de dire là, Madame Prudencio. Eh oui, le ministre Azanahi, le président Azanahi, je vais dire, il est un aîné que je respecte. Et aujourd'hui, je ne sais pas, il résiste à quoi, le président Azanahi? Mais il est contre la gouvernance, il résiste à la gouvernance telle que ça se fait. Il voit le contraire de ce que vous voyez. Mais non, on avait lutté ensemble pour que notre pays amorce son développement. Mais depuis 2016, le régime que lui-même a contribué à emmener
le président Patrice Talon a amorcé ce développement. Et le sentiment que vous avez un message personnel à adresser au ministre Azanaï, Mme Prudentiaux? Oui, exactement. À mon aîné Azanaï, je lui demande tout simplement de retourner voir son frère, le président Patrice Talon. Hein? De retourner le voir et d'échanger avec lui. C'est important. Tout ce que nous voulons là, le président Patrice Talon l'a amorcé. Il a amorcé ce développement, le développement de notre pays, comme nous le voulons. Parce que le projet de société, mon aîné Azanaï a participé à la rédaction de ce projet de société. Mais le président est en train de tout faire. Mais qu'il retourne le voir. C'est votre message? Oui, sa porte n'est pas fermée au président Azanaï. Non. Il est un aîné que je respecte. Et moi, mon souhait, c'est qu'il retourne le voir. Et là, je lui enverrai peut-être un message solennel. Lequel, allez-y? En disant ceci: cher aîné, à quoi résistes-tu? À la rigueur, au redressement, au développement? Le pays n'est plus ce désert d'infrastructures que nous dénoncions ensemble. Il s'est relevé, il avance. Les routes ne sont plus des promesses peintes. Elles sont solides, bien dosées aujourd'hui, construites pour durer. Le chic n'est plus une utopie, je vais dire, hospitalière. C'est une réalité moderne, avec un plateau technique de dernière génération. Le visage du Bénin change et ce changement porte sa ceinture aussi, fut-elle ancienne. Vous parlez toujours à candidat Azanaï? Oui, je lui parle toujours. La République n'est pas un champ. De ruines, c'est ça? Oui, de ruines où l'on se lamente. Je ne souhaite pas ça pour lui. La République est un édifice que chacun peut contribuer à bâtir. Je souhaiterais qu'il retourne voir son frère, le président Patrice Talon, non pour abdiguer, mais pour participer, non pour applaudir, mais pour proposer et continuer la construction du pays avec lui et son gouvernement. La dynamique doit forcément continuer. Nous n'avons pas le droit de régresser. Reculer serait trahir les sacrifices consentis et compromettre l'élan de dignité retrouvée. D'accord. J'espère que M. Azanaï aura suivi votre message et je suppose qu'il est adressé à tous ceux qui sont contre la gouvernance actuelle. Exactement. Exactement, parce que nous sommes sur la bonne voie. Oui. Nous avons, dans notre entretien, à un moment donné, parlé de la lutte contre la corruption, de l'impunité, de tout le reste. Et sur ce segment-là, vous avez abordé la question de M. Richard Boniorou, qui connaît actuellement des difficultés judiciaires. Est-ce que, selon vous, c'est une dérive judiciaire ou une exigence républicaine par rapport à ceux qui s'interrogent sur cette affaire, Madame Prudentiaux? Bon, je veux d'abord le dire avec gravité et humanité que nul responsable public, nulle conscience républicaine ne saurait se réjouir d'une épreuve d'un homme, a fortiori d'un politique engagé. Mais en République, le respect de la personne ne saurait suspendre l'autorité de la loi. L'affaire de M. Richard Boniorou, que vous avez d'ailleurs reçu. Que j'ai reçu, je crois, la semaine dernière ou dernière, ce n'est pas une dérive. Elle est le témoignage d'un tournant, celui d'un État qui ne plie plus devant les voix puissantes, qui rappelle que la loi n'a pas de caste, pas d'alliés, pas d'ennemis.
La justice suit son cours dans les formes avec la solennité requise. Le procureur spécial s'est exprimé, comme je l'ai dit tantôt, et il appartient désormais à la procédure d'aller jusqu'à son terme. Mais au-delà du cas, c'est une exigence républicaine que nous devons voir, celle d'un pays qui se refuse à l'impunité, qui fait de la redevabilité non plus un slogan, mais une pratique. Il ne s'agit pas de juger l'homme, mais de faire vivre les institutions. Et c'est dans ce respect du droit, même lorsqu'il dérange, que se construit la crédibilité d'une démocratie. La justice n'est pas un instrument politique, non. Elle est un pilier de la République. Et lorsqu'elle agit, même dans le fracas, c'est pour éviter que l'État ne sombre dans le silence coupable. D'accord, mais voilà le silence que vous avez refusé, Madame Prudencio. Vous avez refusé le silence coupable. Nous sommes venus vous interviewer au siège de votre parti, Renaissance Nationale, le siège que vous avez inauguré récemment. C'est d'ailleurs votre première sortie publique après l'inauguration de votre siège. Comment faites-vous, malgré l'absence du financement public, comment faites-vous pour avoir un siège national de ce standing ici à Cotonou? Nous nous échinons, nous cotisons. C'est une conviction. Nous ne sommes pas rentrés en politique par hasard. Déjà, moi, mes parents étaient en politique. Ils m'ont fortement recommandé de prendre le flambeau et de continuer. Ma mère était politique, mon père était politique. Donc, j'essaye tant que je peux. C'est vrai, le parti n'a pas de financement public, mais on n'est pas découragé. Nous travaillons et je crois que avec l'effort, tout l'effort que nous faisons, il y a bientôt les élections les élections générales en 2026. Comme j'ai toujours dit à tout le monde, nous sommes avec le président Patrice Talon. Nous allons soutenir ensemble avec lui, puisqu'il, la Constitution ne lui permet pas de remplir lui-même. Il ne souhaite pas le faire. Nous soutenons ensemble un même duo et nous irons aux élections générales, les élections législatives et les élections communales et municipales après, par la grâce de Dieu. D'accord. En attendant d'avoir une idée claire du duo que vous allez soutenir, Madame Prudencio, on vous remercie de nous avoir accordé quelques minutes de votre précieux temps. Nous reviendrons suffisamment, autant que faire se peut, ici, au siège de votre parti, pour recueillir vos opinions sur l'actualité nationale. J'espère que vos portes resteront toujours ouvertes. Tout à fait. Nos portes sont grandement ouvertes pour vous. Vous savez que je reçois à la demande tout journaliste qui frappe à ma porte. D'accord. Donc, il n'y a aucun souci. Et le groupe de presse et d'une télévision est prioritaire, vous le savez bien. D'accord. Merci, Madame Claudine Afiavé-Prudencio. Je voudrais rappeler à toutes fins utiles que vous êtes ministre conseillère à la santé du président Patrice Talon. Et comme un pèlerinage, nous venons souvent vers vous pour vous poser des questions sur l'actualité. Aujourd'hui, vous avez accepté de partager votre opinion sur quelques sujets, notamment le port du casque, notamment la grève dans le milieu hospitalier. Et vous avez adressé un message de cœur à quelques acteurs politiques, dont l'ancien ministre en charge de la Défense, ministre délégué, justement, Candidat Zanaï. Et sur l'affaire Richard Bouliourou, vous avez donné également votre opinion. Merci à chacun et à tous. Merci à vous, chers amis téléspectateurs de EDN Télévision, auditeurs Diaspora FM. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. À très bientôt pour un autre rendez-vous.